Hier, elle était une sainte. Aujourd'hui, elle passe pour une ingrate. Après avoir quasi disparu pendant plus d'1 an et demi, Ingrid Betancourt revient sur le devant de la scène avec son livre « Même le silence a une fin » paru chez Gallimard. Ni règlement de compte, ni mea culpa, mais une réponse implicite à ses compagnons de captivité comme Clara Roras qui l'ont beaucoup critiquée. Nous avons rencontré l'ex-otage la plus célèbre au monde. C'était cette semaine à Paris, dans les salons de son éditeur. Bonjour Ingrid Betancourt. Bonjour. Merci tout d'abord d'accorder cette interview à Mise au Point à l'occasion de la sortie de votre livre. Un récit incroyable de 700 pages, une description d'une étonnante précision, terrifiante, douloureuse de vos 6 ans et demi passés en captivité. Pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre alors que vous aviez souvent répété que vous ne souhaitiez pas raconter ce qui s'est passé dans l'enfer de la jungle? Pourquoi et pour qui? Bon, ce que j'avais dit, c'est qu'il y avait des choses qui devaient rester dans la jungle. Mais il y en a d'autres qu'il fallait partager. Et en particulier, depuis la captivité, j'avais toujours pensé qu'il fallait témoigner. Il y avait des choses que nous avions vécues, que nous avions vues, dont il fallait rendre compte au monde d'une certaine façon. Et puis ensuite, c'est vrai que lorsque je suis arrivée, je me suis rendu compte que j'étais incapable de parler de ce qui s'était passé, de ce que j'avais vécu. Avec vos proches? Avec mes enfants, avec maman. Chaque fois que j'essayais d'ouvrir une porte dans le souvenir, j'avais trop d'émotions que je n'arrivais pas à contrôler et que je n'arrive pas à contrôler d'ailleurs toujours. Et après un moment, j'ai tout simplement réalisé que je n'y arriverais pas. Avant votre livre, Ingrid Betancourt, il y a eu d'autres livres de vos co-détenus, celui de Clara notamment, qui ne sont pas toujours très tendres avec vous, hein, qui vous décrivent parfois comme une femme égoïste, arrogante. On pouvait attendre que votre livre soit un règlement de compte, ce n'est pas le cas. Vous décrivez ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, mais ça en devient implicitement une réponse à ces critiques. Je ne pense pas qu'il y ait de réponse. Je pense que nous avons tous vécu ce que nous avons vécu. Que nous n'avons pas été les héros que nous aurions souhaité être. Je crois que nous sommes des survivants, tous, mais avant tout des victimes aussi. Et que ce que nous avons vécu et ce que nous avons vu chez les autres et en nous-mêmes est à voir dans la perspective de conditions atroces de cette expérience. Et de temps en temps, ce que je sens par rapport à mes compagnons et en moi-même, cette difficulté de se pardonner. Et dans cette difficulté de se pardonner, le besoin de montrer, de pointer du doigt. Et je crois que c'est quelque chose que je voulais éviter. Alors Clara Roras, votre collaboratrice qui vous a suivi dans cet enfer, est extrêmement présente. Hein. Dans ce livre, vous dites toujours « ma compagne » quand vous parlez d'elle. On sait qu'elle aussi a eu des mots pas toujours tendres vous concernant, disant que vous étiez une femme mesquine, froide. Vous n'avez jamais de mots directs, jamais de mots cinglants la concernant. Mais au fil des pages, vous embrossez quand même le portrait d'une femme assez fragile, pas toujours à la hauteur de la situation, jalouse de vous parfois, instable. Est-ce que vous la jugez pas un peu quand même? Je ne juge pas, c'est ça surtout, je ne juge pas et je ne veux pas juger. Qui sommes-nous pour juger? J'ai beaucoup de respect pour Clara et pour tous mes compagnons. On a vécu des situations de douleur extrême. Comment juger? Elle avait une optique différente de vous? Elle avait une optique différente de moi. Oui, mais parce qu'elle avait eu une vie différente de moi, parce qu'elle avait un parcours de vie différent de moi, parce qu'elle avait des ambitions différentes de moi. Je crois que pour elle, c'était important aussi de retrouver son identité. On l'avait toujours marquée comme l'amie d'Ingrid, l'assistante d'Ingrid, la Ingrid, et elle avait besoin d'être tout simplement elle. Mais parfois, on a presque l'impression que vous vous sentez un petit peu au-dessus d'elle. J'ai jamais été au-dessus de qui que ce soit. J'ai été souvent au-dessous. Je pense pas que... Peut-être que le monde a vu cette espèce de hiérarchisation des relations. Mais dans la jungle, on était tous pareils. On subissait le même sort, on mangeait pareil, on était attachés au même arbre. Il était impossible de penser qu'on était au-dessus d'eux. Je crois qu'il y a eu, parfois, des situations difficiles parce que mon nom revenait souvent dans la radio et que c'était le seul qui revenait. Et qu'elle pouvait être jalouse parfois. Pas elle. Je crois que Clara a toujours fait la part des choses. Je pense que d'autres otages se sont sentis humiliés doublement parce que leur nom n'apparaissait pas. Vous aviez le statut d'otage vedette un petit peu.
Alors on entend ce respect que vous évoquiez, que vous martelez, et comment ça se fait alors que eux vous donnent toujours cette image, il y a toujours les mêmes mots qui reviennent, arrogance, froideur, égoïsme, égocentrisme. Vous vous sentez différente d'eux? Écoutez, je vais vous dire ce que moi je vois. Je vois un d'eux qui, dans un livre de 300 pages, dans 2 lignes, a utilisé ces mots. Je vois une médiatisation, si vous voulez, à laquelle je ne veux pas, un jeu dans lequel je ne veux pas entrer. Nous avons beaucoup souffert. Nous n'avons pas été parfaits, et moi la première. S'il y a eu des comportements qui, même aujourd'hui, une fois que je suis dans la liberté, ne sont pas ce qu'on attend, si j'ai l'air d'être arrogante, si c'est mon comportement, eh bien il faudra que je rectifie. Parce que c'est quelque chose que je ne veux pas, qui ne... Ce qui vous échappe? Peut-être qui m'échappe. Et si c'est le moi que je suis, il faudra que je change. Mais vous êtes parfois moins indulgente, au fond, c'est un peu troublant, avec vos compagnons de captivité qu'avec vos geôliers. C'est que de nos geôliers, aucun de nous n'attendait rien. S'ils étaient cruels, s'ils étaient humiliants et souvent sadiques, c'était les geôliers, c'était l'ennemi. Mais de nos compagnons, de ceux qui partageaient notre sort, que nous attendions tout. Évidemment que nous avions du mal à pardonner, même les petites choses, même le regard de travers, même le commentaire pas heureux, parce que nous avions besoin d'être aimés par eux. C'était nos compagnons d'infortune. Des FARC, vous brossez un portrait finalement plus complexe que ce qu'on pouvait attendre. Bien sûr, comme vous disiez, quand on lit le livre, vous les décrivez comme des monstres cruels, pervers, sadiques, on sent toute la haine que vous pouvez avoir contre eux. Et puis il y a des moments où on sent de la compassion. Je n'ai pas de haine. Je n'ai pas de haine. Je n'ai pas de haine pour mes capteurs, ni pour personne. D'abord, ça a été une décision de ne pas être enchaînée à la haine. Et cette décision prise consciemment est devenue aussi une réalité émotionnelle. Je n'ai pas de haine pour mes capteurs. De la compassion, parfois? Oui. Parce que nous sommes tous... Parce qu'ils sont victimes de leurs circonstances. Parce que j'ai compris que lorsque vous unissez certaines données, lorsque vous avez une arme et que vous avez le droit de vie et de mort sur quelqu'un d'autre, lorsque vous avez une idéologie qui vous rassure et qui vous permet de justifier vos actes, lorsque vous avez une hiérarchie sous laquelle vous pouvez vous protéger en vous disant « j'obéis des ordres », lorsque vous n'avez pas de témoin, que vous êtes seul face à ce pouvoir qui vous est concédé à un moment donné, oui, il y a des moments où certains vivent un processus de déclenchement des pires abominations qu'on a chacun de nous en nous. Votre mari est quasi absent du livre. Je crois que vous en parlez à 2 reprises pour dire qu'il n'était pas présent dans les messages radio. Il n'a jamais appelé. Il n'a jamais appelé pendant 6 ans et demi. J'avais mes enfants, j'avais mon ex-mari, j'avais maman. Il savait à un moment donné, après ma lettre qui a été rendue publique, que j'écoutais les messages. Donc à partir d'un certain moment, il savait que j'écoutais. Mais il a beaucoup fait aussi pour vous. Écoutez, il a fait énormément de choses que je n'ai pas vues. Il a refait sa vie. Il a fait ses choix. Je ne l'ai jamais jugé. C'était un homme... J'ai souffert de son absence. Et que c'est vrai qu'après, je me suis sentie trahie parce que la communication qu'il avait avec moi n'était pas privée, que tout était déballé dans les médias et que non, je suis désolée, ma vie est ma vie. Après ce livre, vous vous sentez apaisée, Ingrid Betancourt, j'allais dire enfin libérée? Avec la libération, avec le moment de la libération, j'ai senti une immense paix intérieure. Et cette paix intérieure, elle ne m'a jamais quittée depuis les 2 ans de ma libération.
je pense qu'avec le livre, il y a une nouvelle étape de ma vie qui commence. En particulier le fait qu'il va falloir que je me trouve un endroit pour vivre et pour... Pas en Colombie? Ça ne sera pas la Colombie. J'ai encore beaucoup de plaies qu'il faut que je guérisse. En tout cas, on vous sent sereine, mais j'allais dire de cette, comme vous dites vous-même, comme vous écrivez vous-même, de cette sérénité que produit le détachement. Oui, je crois, vous savez, dans la Bible, il y a là constamment une référence qui me fait réfléchir et qui m'accompagne. C'est qu'après la traversée par la vallée des larmes, Dieu nous attend dans l'oasis. Et sa récompense, ce n'est pas le succès, ce n'est pas l'admiration des autres, ce n'est pas la compréhension des autres, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas la richesse, c'est le repos. Et voilà, moi, ma récompense maintenant, c'est le repos. Merci, ça sera le mot de la fin. Merci en tout cas Ingrid Betancourt, je vous souhaite une belle journée. J'allais dire un beau retour à la vie. Merci. Merci. Merci beaucoup.